Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Metz et Angers. Match qui s'annonce pas simple pour nos Messins puisque nous sommes donc à la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Messins qui sont actuellement 5e reçoivent le 10e, Angers donc le dernier membre de ce top 10. Et donc une bagarre entre deux membres du top 10 pour peut-être, on ne sait jamais, une place européenne à la fin de la saison. Je sais que c'est un débat qui est absolument cataclysmique dans la communauté messine en ce moment. Je vous rassure, on va pas l'ouvrir tout de suite, on va se concentrer sur ce match. Pour ce faire, j'ai avec moi Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonsoir Monsieur Socket, tout va bien comme d'habitude. Tout va bien, on est 4 jours après le match contre Bordeaux et cette victoire contre Bordeaux. Est-ce que tu es encore d'attaque pour cette nouvelle semaine footballistique? Toujours, encore une semaine à deux matchs, donc ça va être hyper intéressant. C'est clair, ça va être hyper intéressant, mais cette semaine va se terminer, comme vous le savez, par ce match de Coupe de France contre Valenciennes. Mais là, on va d'abord parler du premier événement de la semaine, donc ce match contre Angers. Avant de commencer, quelques petites choses. Tout d'abord, je vous rappelle que on attend dans les commentaires votre pronostic. On va donner Grenat Forever et moi-même notre pronostic à la fin de cet avant-match, mais on veut avoir votre avis sur la rencontre, même votre avis peut-être sur le 11 du FC Metz. Il y a beaucoup de possibilités, donc utilisez les commentaires pour donner votre avis. Dernière petite chose, encore une fois, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Un grand merci d'avance à ceux et celles qui se sont déjà abonnés ou qui vont le faire à la fin de cet avant-match. Encore un dernier point, bien sûr, vous avez le programme de cet avant-match à l'écran, donc tous les points que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à nous donner votre avis sur ce que l'on va dire durant cet avant-match. Grenat Forever, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Nous partons tout d'abord étudier le classement actuel de la Ligue 1 avec donc le FC Metz qui occupe cette toujours surprenante 5e place du championnat. Donc encore une fois, assez extraordinaire d'avoir cette position-là avec un total de 41 points. Historiquement, le maintien est validé, pas encore officiellement. Surtout un tel résultat qui a été possible notamment avec les deux récents succès contre Nice de buts 1 et contre Bordeaux également sur le score de 2-1 pour les Messins. On affronte Grenat Forever, un adversaire d'Angers, à l'heure actuelle, donc, comme je l'ai dit, qui est 10e, qui lui pour autant est à j'ai noté 36 points, donc 5 points derrière nous. Là, pareil, comme pour Bordeaux, Grenat Forever, si Angers réussit à nous battre, ils nous recollent au classement et donc, par la même occasion, peuvent à nouveau peut-être prétendre à une place, qui sait, une place européenne à la fin de la saison. C'est une équipe qui peut recoller en cas de victoire. À nous, ça va être un gros match. À nous de garder entre guillemets l'écart pour éviter de relancer une équipe dans la course au top 10 et justement de pouvoir la distancer, pas une bonne fois pour toutes, mais la distancer pour au moins être tranquille à un bon bout de temps déjà. Effectivement, parce que cette équipe d'Angers a accumulé quand même pas mal de succès, notamment durant la phase allée. Alors, je pouvais me dire si je me trompe, et on est quelque chose comme quoi, Grenat Forever, sur 9 matchs gagnés lors de la phase allée. Si je me trompe pas, il faudra vérifier, mais je crois que c'est 9 matchs de championnat remportés durant la phase allée. Pour le moment, depuis la phase retour qui a commencé, comme vous savez, dès la 20e journée, Angers n'a gagné que 2 matchs. On est sur 2 matchs, 3 nuls et 4 défaites. Les victoires ont été contre Nîmes, contre Rennes seulement. Et sinon, on a notamment peut-être contre des adversaires de notre calibre à l'heure actuelle. Une équipe comme Lens, ils ont obtenu récemment le 2 partout. C'était il y a de cela 3 jours, puisqu'ils ont joué dimanche. Un match où d'ailleurs ils menaient au score en plus, qu'on a Forever. Ils menaient au score 2-0. Ils ont réussi à se faire rattraper et donc à concéder le match nul. Est-ce que tu penses, toi, que ce match nul concédé surtout dans le scénario du match, parce que mener 2-0 et te prendre 2 buts et concéder ce match nul est peut-être un peu problématique dans les esprits et peut marquer les joueurs dans les esprits. Est-ce que tu penses que ce résultat et la tournure de ce match peut-être, avoir une influence par rapport à la rencontre qui nous attend? Une influence, je sais pas, peut-être mentalement, ils vont se dire que le fait de pas savoir tenir un score, peut-être qu'à un moment du match, s'ils sont menés inconsciemment, ils vont se dire qu'ayant déjà vécu ça, ils vont peut-être avoir tendance à reculer. Je sais pas, mais en tout cas, Stéphane Moulin et ses joueurs, ils avaient pas l'air non plus
hyper inquiet après s'être fait rejoindre par les Lensois. Donc j'ai envie de dire, pour moi, ça changera pas foncièrement les choses. Ouais, mais encore une fois, on est d'accord, Grenoble Forever, que leur situation en termes de match, bon, les faits sont que en championnat, je parle bien en championnat, parce que j'ai parlé de la deuxième victoire, mais il faut préciser que la deuxième victoire depuis la phase retour, il y a une des victoires qui est en Coupe de France, donc en réalité, ils ont gagné qu'un seul match de championnat depuis la reprise. Hein. Quand tu regardes ça, tu dis que voilà, ils sont sur, j'ai noté, 5 matchs sans victoire depuis, depuis la 22e journée où ils ont gagné contre Nîmes. Une équipe dans le doute dans les résultats, quoi. Hein, pour le coup. Ouais, c'est assez étonnant parce que c'est quand même une équipe avec un 11 qui est pas trop, qui change quasiment jamais. Donc c'est assez étonnant leur manque de régularité, j'ai envie de dire, depuis de nombreuses semaines parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner plus de 2 résultats positifs d'affilée sur la phase retour. C'est clair. Qui ne leur ressemble pas quand même. Chaque série prend fin, donc j'ai envie de dire si ça pouvait, leur mauvaise passe pouvait continuer encore demain, ça serait vraiment pas mal. Oui, parce que comme vous savez, on a l'habitude de relancer les équipes qui sont pas dans une bonne situation, et c'est des fois très très limite, on arrive à s'en sortir. Puis maintenant, en ce moment, justement. Ah bah oui, mais justement, ce que je dis, c'est que ouais, je disais qu'en ce moment, c'est limite, on est à la limite, tu vois, entre relancer l'adversaire et finalement, on réussit, tu vois, à vraiment les laisser sous terre, tu vois. Mais c'est limite. À nous de bien négocier le match. C'est vrai que ça dépend surtout que de nous et seulement nous. Nous, justement, le FC Metz, petit rappel rapide sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, nous sommes sur une deuxième victoire d'affilée. Après le succès obtenu contre Nice et le succès obtenu donc contre Bordeaux. La petite passe négative contre Strasbourg, Saint-Etienne et Montpellier ont été mis de côté, on l'espère, hein, parce que c'est vrai que si on pouvait un peu réenchaîner sur quelque chose en termes de victoire, hein, serait très intéressant. Je rappelle que la dernière série où l'on a enchaîné 3 victoires d'affilée, Grenoble Forever, c'était la série Lyon-Nantes-Brest, qui date de la journée 20, 21 et 22. Tu vois, donc c'est pas si éloigné que ça, hein, mais c'était une série quand même qui est pour le coup marquante de ta phase retour et qui contribue à l'heure actuelle à ton classement, puisque si je me trompe pas, on doit être 5ème sur la phase retour. Hein. Ouais, bah en fait, oui, t'es 5ème sur la phase retour. Ouais, donc on est vraiment sur une bonne dynamique globale depuis la reprise et on espère bien sûr la poursuivre et donc pourquoi pas nous donner une fin de saison palpitante côté messin. On va passer tout de suite, Grenoble Forever, si tu veux bien, à l'analyse tactique composition des deux équipes avec tout d'abord ce qui se passe du côté d'Angers puisque l'annonce du groupe a été faite dans la soirée. J'ai noté Grenoble Forever quand même quelques absents. De ce groupe-là. Alors des joueurs en plus que l'on connaît un peu, certains joueurs qui avaient d'ailleurs participé, tu sais, au match contre Metz lors de la phase aller. Mais il y a des joueurs qui sont absents, comme par exemple Manso, Tube, Shaw, Cabot et Boss. Aloui est en phase de reprise, donc ne sera pas présent. Et il y a aussi d'autres choix qui ont été faits, comme Petkovic et Boma, qui n'ont pas été inclus dans ce groupe. Malgré ces absences, Grenoble Forever, et surtout en se basant sur le 11 qu'Angers a mis contre Lens, on ne devrait pas avoir tant de surprises que ça d'un point de vue tactique, et même au niveau de la composition de l'équipe, pardon, sachant que cette équipe d'Angers, Grenoble Forever, de ce que j'ai lu, est quand même dans un schéma maintenant où on a notamment, tu sais, la présence d'un numéro 10 qui lui a de grosses responsabilités, c'est-à-dire Fulgini, et 2 milieux de terrain derrière. On n'est plus vraiment, tu sais, sur la traditionnelle 4-1-4-1, tu vois, où c'était vraiment, c'était à plat, c'était difficile à passer. Cette équipe d'Angers qui est pas une habituelle, tu sais, des changements de système de match après match, comme on a pu voir récemment, tu sais, avec d'autres équipes. Hein. Ah non, bah là, c'est vrai que maintenant, avec l'émergence de Fulgini cette saison, il est vraiment passé en 4-2-3-1 et il a un peu laissé de côté son 4-3-3, mais en soi, c'est l'animation est la même, sauf que t'as plus une pointe basse et 2 relayeurs. Là, t'as vraiment 2 milieux récupérateurs et un numéro 10. On devrait avoir quand même le même 11 qu'on avait eu à Angers, qui nous avait mis au match aller. Parce qu'au final, sur les absents que t'as cités, Cabot qui est peut-être le seul à pouvoir prétendre à une place de titulaire parmi les non cités, était pas là au match aller. Donc... Il était remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Mais il n'était pas titulaire en fait. Voilà, pas trop de surprise peut-être par rapport au 11 qu'on a vu à l'aller. Peut-être un Stéphane Baoken qui pourrait retrouver sa place au profit de Diony, mais sinon ça sera du
du classique. Hein. Ouais, sachant que Diony a marqué lors du match contre Lens, d'ailleurs c'était l'une de ses meilleures performances de la saison, notamment d'après l'avis des supporters. Il y avait juste aussi un truc important, c'est qu'au match aller on avait notamment vu, tu sais, le début c'était de Ibrahim Amadou, je crois, tu sais, qui faisait son premier match contre nous, si je me trompe pas, en numéro 6. Et pour le coup, contre Lens, on a eu un duo, tu sais, Thomas Mangani avec Lassana Koulibaly. Donc à Voilà, voir ça si, va ouais. tourner. Ça tourne entre les trois. Donc est-ce qu'Amadou qui était remplaçant va être aux côtés de Mangani qui est indéboulonnable? Est-ce qu'il va laisser Koulibaly Mangani? Ça c'est la question. On a aussi un Sofiane Bouffal qui a quand même beaucoup plus de matchs dans les jambes qu'à l'époque contre nous. Je rappelle, je crois que Bouffal démarrait sa saison à Angers contre nous, hein, en plus, ouais, donc il n'avait pas forcément. On avait dit qu'il serait en manque de rythme. Après là, il fait pas ce que je vois, il fait tous leurs matchs, mais d'après ce qu'on peut en voir, il fait pas non plus une saison flamboyante. Soso Bouffal, après il a aussi été blessé. Demain, il devrait enchaîner, je pense. Somme toute logique, sauf si Stéphane Moulin fait tourner, mais je vois pas pourquoi. Et puis on devrait avoir certainement Pierrick Capel ou peut-être Pereira Lage de l'autre côté. Ouais, parce que là, pour le coup, Bouffal est sûr, je crois, un but cette saison. Si je me trompe pas en championnat, et c'est vrai qu'il a repris vraiment une part active au sein de l'effectif depuis début février. Hein. C'est depuis début février qu'il a commencé à faire beaucoup plus de matchs et à enchaîner des matchs. Pas toujours des fois en tant que titulaire d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que notamment il est titulaire contre Lens, titulaire contre Nantes, mais il est pas tout le temps titulaire, quoi, effectivement. Donc ils essayent un peu, tu vois, de le rebooster, de le relancer. C'est pas très simple pour lui, mais en tout cas, ça reste quand même, tu sais, un élément, voilà, à surveiller parmi le 11 en juin. Donc vous avez l'idée de ce qu'ils ont mis en place contre Lens. Est-ce que ça sera pareil ou non? On ne sait pas. On vous donne simplement les éléments des joueurs qui sont dans le groupe ou qui sont pas là. Et après, bien sûr, on verra ce que Stéphane Moulin va nous placer en face de nous. Nous, le SMS Grenade Forever, là, nous avons quelques petites interrogations puisque le groupe messin est lui aussi tombé dans la soirée, donc justement pour un peu avoir une idée de ce que l'on pourrait avoir sur le terrain face à cette équipe angevine. Le groupe, tu l'as vu, Grenade Forever, j'espère que tu l'as noté, je pense que vous l'avez noté, il y a 21 joueurs qui ont été convoqués dans ce groupe par Frédéric Antonetti. Alors là, la question Grenade Forever, c'est qui est l'incertitude? Parce que, et je vais te laisser après la parole dessus, mais on savait que Wagner Diaz et Fabien Santonze étaient incertains pour ce match. Ça a été dit en conférence de presse par Frédéric Antonetti. Je crois qu'on a un blocage de dos pour Santonze et je sais plus, est-ce que tu avais la raison de Wagner Grenade Forever? Tibia, effectivement, un coup sur le tibia. Donc on pouvait penser que 21 joueurs, c'est peut-être pour l'un de ces deux joueurs qui n'est pas sûr peut-être de tenir sa place dans le groupe. Il y a quelqu'un qui avait fait une très bonne remarque qui s'appelle, je crois que faut que je retrouve son nom, mais à mon avis, dans mes petites notes, puisque j'ai remarqué cela, c'était Infinity Lloyd sur Twitter qui me disait que c'est possible que c'est peut-être par rapport à Chipembe, puisque on voit que Traoré est convoqué aussi dans ce groupe. Et donc, qui est un peu le 21e joueur de ce groupe, lui qui en plus n'avait pas été, je crois, convoqué contre Bordeaux. Donc, est-ce que Grenade Forever, tu penses que c'est vraiment dû à une incertitude sur Wagner Santonze, ou est-ce que tu penses qu'au contraire c'est une incertitude sur le milieu de terrain et ça expliquerait peut-être la présence de Boubacar Traoré dans ce groupe? En fait, peu importe le joueur incertain, ça aurait été un attaquant, un défenseur ou même non, peut-être pas le gardien, mais dans tous les cas, s'il fallait prendre un joueur pour remplacer un incertain, c'était automatique que ça soit Boubacar Traoré en fait. Il y avait aucun autre choix. Donc que ça soit, te dis, un attaquant, un milieu ou un défenseur, c'est automatiquement Boubacar Traoré qui vient dans le groupe. Ça sera pas Lacroix et Peugny n'a jamais été appelé dans le groupe. Donc le choix est vite fait, mais pour moi, il n'y a pas de secret. Hein. Entre une petite douleur au tibia et un dos bloqué, c'est le joueur qui a le dos bloqué qui jouera pas demain. Pour moi, Santonze sera 21e homme. J'en suis même quasiment sûr à 99%. Donc, Boubacar Traoré remplacera Fabien Santonze dans le groupe. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir peut-être appelé Michael Brancis dans le groupe, vu que finalement... Parce que la réserve... Oui, mais d'accord, la réserve joue, mais faut pas oublier que tu n'as donc pas de latéral remplaçant sur ce match si c'est Santonze. Ah, mais ça sera Santonze, mais il y aura pas de remplaçant, comme il y a eu... c'est comme ça. Et parce que Bohen, pour le coup, lui n'est toujours pas opérationnel pour reprendre la compétition, et donc tu n'as pas de latéral remplaçant sur ce match. Si c'est 111, encore une fois, on part de l'hypothèse où c'est 111, on ne dit pas que c'est 111. Ah non, on ne le sait pas. Moi, je pense en tout cas que ça sera lui.
Mais on ne sait pas, je veux dire, on n'est pas des gros insiders, on analyse les situations Oui, et puis voilà. voilà. Mais c'est vrai que On n'est pas médecin non plus, mais exactement. c'est vrai que quand on nous dit qu'il a le dos bloqué le lundi, c'est difficile de pouvoir se dire que quand même pas 48 heures après, le mec pourrait être titulaire dans un match de Ligue 1, quoi. Surtout au vu des échéances qui nous attendent. C'est ça, donc on est un petit peu dans l'hypothèse, Mais forcément quoi. après, on dit ça. Après, Yad avait bien joué piston gauche à Rennes, donc rien ne dit qu'il peut pas mettre finalement un ailier plutôt offensif en piston, mais même si j'ai du mal à l'imaginer. Mais en remplaçant pour le coup, si jamais il doit y avoir un remplacement en cours de match, pas en tant que titulaire. Et voilà. Oui. Ah non, en tant que titulaire, ça sera. Il l'avait dit, hein, si Santon est blessé, c'est Antonetti qui le dit, ça permettra de tester Udol et Delaine. Donc, Ouais, justement, on allait y venir, cette histoire de composition d'équipe. Donc, vu que t'en parles, on va directement aller dessus et on ira progressivement. Donc, effectivement, tu parles de l'histoire des pistons. Donc là, bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas à choisir entre Udol et Delaine pour savoir est-ce que toi t'aurais dû jouer ou est-ce que toi tu n'aurais pas dû jouer. On pensait à la base, quand on avait notamment vu le groupe, enfin plutôt le 11 contre Bordeaux, que Delaine titulaire contre Bordeaux indiquerait une titularisation d'Udol contre Angers le mercredi. Et pour éviter qu'il y ait cet enchaînement de matchs peut-être pour ce poste de latéral et aussi surtout pour avoir cette alternance que tu avais évoquée lors du match contre Bordeaux. Finalement, Udol va certainement commencer, et même quasiment sûr va commencer en tant que piston gauche et Thomas Delaine ambidextre, je le rappelle, il n'est pas gaucher ou droitier, ambidextre, va commencer normalement sur le poste de piston droit avec effectivement Grenade Forever, tu l'as dit, en tête cette idée peut-être de préparer ce qui va se passer après Valenciennes et ce match contre Lens où là pour le coup avec la suspension de 111, on sait que normalement Delaine va démarrer en tant que piston droit contre Lens, donc peut-être une répétition c'est un peu peut-être faible parce que pour moi une répétition tu sais tu prends pas forcément des fois la chose au sérieux, mais en tout cas un premier test pour Thomas Delaine pour commencer à travailler les associations sur son côté droit pour l'entraîner sur ce rôle de piston droit. ah non, mais c'est là on aura déjà un aperçu de ce que ça pourrait donner par rapport au match à Lens. Mais moi, j'ai une entière confiance à Monsieur Thomas Delaine en piston droit. Je suis très curieux de voir ça si ça doit se faire demain. Même si on n'est pas à l'abri que Delaine joue à gauche et Udol à droite, c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Mais vu qu'Udol, on n'a pas Mais d'infos. bon, vu qu'Udol n'est pas ambidextre, voilà. Voilà, on n'a pas d'infos sur le pied droit d'Udol pour tout vous dire. Donc on est un petit peu. On va dire qu'on va pas prendre de risques, quoi. Mais tout est possible dans le football, on le répète. Mais normalement, il n'y a pas vraiment d'éléments surprenants sur ce niveau-là. Pour le reste, Grenade Forever, la défense centrale, pour le coup, toujours la même, comme d'habitude. Boy, Kouyaté et Dylan Brown. Dans les buts, comme d'habitude aussi, Alexandre Oukidja. Le milieu de terrain. Alors là, pour le coup, on a dit lors du match contre Bordeaux, j'avais prédit que Pajot allait rentrer à la 66e minute de jeu. Et Dieu m'a entendu puisqu'il est rentré à la 66e minute de jeu en remplacement de Victoria Angban. On devrait normalement, Grenade Forever, voir la première titularisation depuis un bail de Vincent Pajot. Ou alors faudrait qu'il fasse encore, tu sais, une sorte de mi-match en rentrant en deuxième mi-temps. Mais je pense qu'avec les quelques minutes qu'il a fait contre Bordeaux, il y a quand même de grandes chances de le voir titulaire contre Angers sur ce match. Ah bah oui, je pense que l'objectif c'était de le mettre titulaire contre Angers en lui donnant 20 à 30 minutes maximum contre Bordeaux. C'est ce qui s'est passé. Il fait pas une rentrée flamboyante, mais il fait une rentrée très correcte. Pour le remettre en jambes et en rythme, il a eu aucune douleur ou aucun pépin suite à ce match. Donc, logiquement, demain, il va enfin revenir en tant que titulaire, même s'il ne jouera pas tout le match, évidemment. Mais je préfère 60 minutes de Pajot que de le voir jouer une demi-heure demain. Sauf si Antonetti considère qu'il n'a pas encore le rythme nécessaire pour faire 90 minutes d'un match. Ça, c'est aussi une question qui se pose. Alors, l'association Pajot, Papé Matar Sarr beaucoup en salive aussi un petit peu parce que normalement Sarr devrait enchaîner en tant que titulaire. Alors c'est vrai que il est jeune et certains ont toujours peur un peu de le griller sur l'enchaînement des matchs, mais ça avait déjà été fait par le passé qu'il enchaîne, tu sais, des matchs même tous les 3 jours. Pour le coup, non. Normalement Sarr devrait jouer. Petite question d'ailleurs, Grenade Forever, parce que j'avais commencé à discuter de cela avec certains supporters.
On sait que Vincent Pajot, quand il joue au milieu de terrain, aime bien, tu sais, prendre le contrôle de la situation balle au pied. Tu sais, il aime bien prendre la balle, diriger le jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en numéro 6, il avait été plutôt très bon d'ailleurs. Tu vois, c'était un poste qui était fait pour lui. On a vu durant les matchs précédents que Sarr était des fois même le joueur qui touchait le plus de ballons côté messin. Contre Bordeaux, c'est le joueur qui touche le plus de ballons. Donc lui aussi aime bien avoir le ballon. Le petit souci qu'on a Forever, c'est qu'il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain. Il n'y en a pas plusieurs. Qui, selon toi, pour un peu utiliser une expression alors qui n'est pas vraiment adaptée à la situation, mais qui, selon toi, va porter la culotte un peu dans ce couple du milieu de terrain? Alors là, j'en ai pas aucune idée, mais ça va dépendre, je pense, on se partager les tâches, ça va dépendre de celui qui se sent à un moment donné. Je pense plus quand même que Vincent Pajot étant en manque de rythme, il va se concentrer surtout sur les tâches défensives, histoire de reprendre quand même le rythme en douceur. Donc on va dire quand même Pape Matar Sarr. Mais rien n'empêche que sur certaines actions, selon comment se déroule l'action, que Sarr reste un peu plus derrière et que Pajot monte. Ouais, même si moi j'ai l'impression que aujourd'hui celui qui est peut-être le plus à même de porter des accélérations vers l'avant, balle au pied notamment, au vu de ces derniers matchs. Pour Pajot, on peut avoir un peu des doutes sur le fait de se projeter, d'avoir la capacité physique de se projeter vers l'avant après, tu Bien sais, sûr. autant de matchs manqués. Tu vois, donc moi je pense que Sarr va plus être dans la qualité de percer des lignes, tu vois, comme il sait bien le faire aussi. Et je suis d'accord avec toi, Pajot peut-être un peu plus en retrait pour rediriger le jeu comme il sait normalement très bien le faire. Mais en tout cas, la seule vérité, c'est le terrain, donc on verra bien qui va avoir un peu le monopole du ballon entre ces deux-là. Ensuite, Farid Boulaya, comme d'habitude, toujours là. Hein. Dans ce fameux duel d'ailleurs qu'on a Forever, intéressant, le duel avec Fulgini. Hein, les deux numéros 10 vont un peu s'affronter pour voir qui va réussir le plus à porter son équipe. Donc un duel intéressant. Bien sûr, il faut qu'on parle maintenant de l'attaque. De qui va être devant Monsieur Boulaya. Et là, Grenat Forever, on a quand même vu que contre Bordeaux, Yad n'était pas sur le terrain, n'est même pas rentré en jeu. Naturellement, on pouvait se dire, bah, ça annonce que Yad va être titulaire contre Angers, tu vois. C'est un peu l'opinion que l'on a sur la situation. Si Yad Grenat Forever démarre en tant que titulaire, et attention, encore une fois, je pense que Grenat Forever et moi-même, on est assez d'accord pour dire que on préfère voir Yad rentrer en jeu plutôt que démarrer en starter. Mais ça, c'est un autre débat. Si Yad démarre titulaire, selon toi, qui va l'accompagner en attaque? Oh bah, le choix est logique, hein. Wagner, il sera certainement dans le groupe, mais il est incertain. Donc, à part surprise Thierry Ambrose, on devrait quand même avoir un nouveau duo, mais au moins le deuxième match d'affilée pour Aaron Leia Iseka, avec Papa Ndiagayade évidemment. Je vois Papa Ndiagayade titulaire, surtout que la Mingay a joué quasiment 82 minutes samedi, donc Ouais. je vois un Iseka Yad. Tu vas donc un neuvième duo différent d'affilée Ouais. depuis la reprise des matchs. Ouais, c'est ça, en plus, c'est un duo assez inédit. Encore une fois, on le répète, mais pour éviter d'avoir un peu le scénario du match contre Bordeaux, si Metz met les ICK sur le terrain, vaut mieux que Metz se joue haut, hein, encore une fois, pour avoir justement cet afflux de ballons, notamment dans la surface de réparation. Donc, il faudrait justement mettre les ICK dans les meilleures dispositions pour être efficace offensivement et donc justement lui permettre quand même de se montrer sur son meilleur visage, sachant qu'à Bordeaux, la configuration notamment de la première mi-temps ne le mettait pas à son avantage et il sort du terrain avec une impression de match raté. C'est pas forcément totalement de sa faute, mais bon voilà, il y a un peu sentiment un peu de déception hein, vis-à-vis de ce qu'il avait fait. Justement, Grenat Forever, par rapport à Yad, puisque donc pour toi c'est sûr que Yad devrait être titulaire, et moi aussi au vu du fait qu'il n'a pas joué contre Bordeaux. On avait discuté à une époque, Grenat Forever, tu sais, de la position d'un ailier gauche et non d'un ailier droit. Et le fait que si jamais on mettait quelqu'un devant Delaine, ça pouvait empêcher peut-être Delaine, tu sais, d'avoir un espace libre à exploiter pour être dangereux. La preuve, si vous prenez le but contre Bordeaux, son premier but, on voit très bien qu'il n'est pas en duel, pour le coup, avec, tu sais, un milieu de terrain ou un latéral qui vient lui poser directement problème. Là, il est pour le coup en face à face direct avec le défenseur central droit de Bordeaux qui était Paul Bice. Si on met un ailier devant lui, pour le coup un ailier droit, puisque si Delaine démarre titulaire à la place de 111,
un ailier droit va lui couper son couloir, si on peut dire, Grenat Forever. Est-ce que tu penses que c'est problématique pour lui? Problématique, je sais pas. Oui, ça va peut-être faire qu'il va peut-être un peu moins monter que. Mais bon, après, je pense que Yad, si Thomas Delaine monte, il va peut-être se coller un peu plus à Aaron Leia Iseka. Donc, je serais pas étonné de voir un Yad en phase offensive venir vraiment proche d'Aaron Leia Iseka, limite en tant que deuxième numéro 9 pour laisser le couloir à Thomas Delaine. D'accord, donc toi tu penses que si on fait cela, donc avec ce que je te disais comme possibilité, on aurait finalement pas vraiment un attaquant de pointe que serait Leia Iseka et un ailier droit que serait Yad, mais plutôt deux attaquants se partageant une zone commune. Donc Leia Iseka peut-être plus orienté attaquant gauche, hein, si l'on veut, hein, pas ailier gauche, hein, mais bien attaquant gauche, et attaquant droit Yad, pour effectivement avoir une sorte de présence offensive assez forte et libérer les côtés. D'ailleurs, libérer les côtés aussi bien pour Delaine, mais aussi pour Udol. Hein. On voit que Udol, quand il y a un espace de libre, il l'exploite. Hein. Il l'a exploité contre Nice, notamment avec son magnifique centre pour Lamine Gueye. Donc il y a quand même cette problématique où on sait que, par exemple, tu sais, un Delaine aime bien partir lancer, tu vois. On sait que quand il part lancer, qu'il part même de loin, il est impactant. C'est sûr que si tu as un ailier messin présent sur sa course, il va être obligé de ralentir sa course d'élan, enfin sa course même balle au pied, je veux dire, et donc il est beaucoup moins efficace dans ce registre-là, tu vois. Donc c'est pour ça que je pose la question. Je sais que c'est d'habitude on a plus l'impression de voir un Yad sur un on va dire un schéma d'ailier, pas vraiment, tu vois, d'attaquant qui accompagne un autre attaquant. Donc je sais pas, ça va être un peu une analyse intéressante à faire, notamment en après-match, en débrief, hein, pour voir quelle aura été finalement la position moyenne des joueurs côté messin. Mais ça, bien sûr, on le réserve pour le débrief de la rencontre. On va terminer Grenat Forever par le pronostic, bien sûr. Évidemment. Donc on vous attend dans les commentaires. Donnez-nous votre pronostic de ce match. Évidemment, c'est un match qui, là, est très compliqué à pronostiquer face à un adversaire qui est actuellement dans le top 10, qui en plus n'est pas simple à gérer, même si en ce moment, leur rythme de résultat n'est pas du tout au rendez-vous. C'est clairement quand même un match très difficile à pronostiquer. Mais toi, Grenat Forever, quel est ton pronostic de la rencontre? Un partout, match nul. Et j'espère évidemment me tromper comme toujours. Mais typiquement le genre d'équipe qu'on n'aime pas jouer, Angers. Donc un match nul, un partout dans un match très très compliqué, très physique. Donc un partout. Donc tu vois le FC Metz terminer sa série de victoires face à Angers. Le même score que donc lors du match aller, hein, donc le 1 partout. C'est une option. Moi, j'avoue que c'est quand même très osé dire ça parce que Metz, vous savez qu'à domicile n'est pas non plus des fois du grande assurance, hein, on va dire. J'ai envie de dire 1-0 pour le FC Metz parce que peut-être que ce retournement de situation il y a 4 jours contre Lens, peut-être que ça leur fait un peu mal et surtout voilà leur tendance de résultat est pas du tout bonne. Hein. C'est pas comme s'ils étaient sur 2 victoires et derrière ils ont fait un faux pas dans le scénario contre Lens. Moi je trouve que ils sont pas non plus rassurants à l'heure actuelle de leur performance, et moi je vois bien Metz peut-être arracher le match 1-0, une victoire pour les Messins, donc une 3e victoire d'affilée, ça serait extraordinaire, on peut le dire, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire contre cette équipe d'Angers. On a fini de faire cet avant-match en votre compagnie. Donc voilà, on le rappelle, hein, dans les commentaires, bien sûr, votre pronostic pour ce match. Hein. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à liker la vidéo, à liker cet avant-match, hein, si vous avez apprécié le contenu que l'on a apporté. Et n'hésitez pas, bien sûr, comme on l'a dit, à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Hein. Un grand merci d'avance à ceux et celles qui l'ont déjà fait ou qui vont le faire, justement. On va bien sûr commencer à préparer tout doucement les éléments pour ce match, avec notamment le débrief qui sera en ligne. Vraisemblablement, on va être sur un vendredi matin, si tout se passe bien, pour que l'on puisse un peu analyser ce match. Merci à toi, Grenat Forever, d'avoir participé à cet avant-match. Merci à toi. Et pour vous les auditeurs, on va vous laisser sur ça. Bon match d'avance à ceux et celles qui vont regarder la rencontre, hein, donc en ce mercredi. Et tout ce que l'on peut vous dire, c'est allez le FC Metz!